Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand. Je commence le premier épisode de l'année 2025 en vous adressant au nom de toute la rédaction de Foot Normand tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et avant tout de la santé. Voilà, il y a eu une petite accalmie, une petite pause bien méritée durant les fêtes, mais on va reprendre nos bonnes habitudes avec un débrief qui, à compter de cet épisode, sera proposé, c'est une nouveauté pour cette nouvelle année, sera proposé en natif directement sur Facebook. On vous invite donc depuis votre compte Facebook, si vous voyez cette vidéo et que vous avez envie de contribuer eh bien à son succès, à la partager autour de vous. Voilà, c'est la petite nouveauté de l'année, une accessibilité plus simple. Vous pourrez retrouver évidemment aussi cette vidéo sur le site footnormand.fr ainsi que sur YouTube. On a un gros programme à vous proposer malgré quelques reports en National 2. Un gros programme avec beaucoup de buts, beaucoup de vérités, beaucoup de choses à analyser. Et on commence par une partie donc National 2 qui, vous allez le voir, a été amputée de 2 rencontres pour nos Normands. Ça devait commencer vendredi soir avec le déplacement de l'US Avranches du côté de la Roche-Vendée. Malheureusement, les conditions climatiques des jours précédents ont occasionné le report de la rencontre. On connaîtra la date ultérieurement. Les joueurs de l'AS Villers, eux non plus, n'ont pas pu disputer leur rencontre du week-end. Par conséquent, il ne reste qu'un match à vous proposer et pas n'importe lequel. L'unique rencontre qui s'est jouée dans la poule B de National 2, le duel entre l'US Granville et les Girondins de Bordeaux, sur lequel s'est penché notre acolyte Thomas Bèze. C'est l'affiche de la poule B de National 2 ce week-end, la seule rencontre qui se joue puisque l'ensemble des autres matchs est reporté. Et ce sont les Girondins de Bordeaux qui se procurent la première occasion, mais Paul Rollet veille bien à son poteau. La réponse des Granvillais avec cette demi-volée qui malheureusement s'éloigne du cadre. Une frappe lointaine également qui passe au-dessus de la barre transversale. En seconde période, les Granvillais qui continuent d'attaquer, mais on ne trouve pas le cadre. Il y aura bien cette frappe de Andrew Carroll. Mais à la 85e minute de jeu, on retrouve le buteur, le numéro 9, avec un enchaînement parfait qui vient ouvrir le score. 85e minute de jeu, c'est un coup dur pour les Granvillais qui avaient tenu le score jusqu'à maintenant. Oui, mais voilà, quelques minutes plus tard, il y a cette reprise et ce contact dans la surface de réparation. C'est un penalty que va transformer Vincent Créin, lui qui est de retour au club et qui vient égaliser. 90e minute de jeu, on pense alors que le plus dur est fait. Mais les Girondins de Bordeaux auront une dernière cartouche sur corner avec une première tête qui est déviée et qui est reprise par Nassim Rahem qui vient redonner l'avantage aux Girondins de Bordeaux. Un avantage qu'ils ne perdront plus. Victoire 2-1. Un nouveau coup dur pour l'US Granville. Cruelle défaite pour l'US Granville. On va avoir un petit bilan assez simple à faire pour nos clubs ce week-end, eu égard, on le rappelle, au report du match de l'US Avranches et à celui de l'AS Villers contre le FC Chambly-Oise. On vous recommuniquera les dates de report ultérieurement. On fait un petit point donc sur le National 2 après la mise à jour de ce week-end. Petit point sur les classements avec, comme vous le savez, dans le groupe B de National 2, une seule rencontre s'est jouée, l'US Granville face aux Girondins de Bordeaux. Donc toutes les rencontres ont été reportées, donc forcément pas de grand bouleversement au classement avec les Girondins de Bordeaux qui malgré tout recollent au trio de tête, toujours mené par l'US Saint-Malo avec 32 points. Seconde partie du classement, on retrouve malheureusement toujours l'US Granville au fond du classement, lanterne rouge de ce championnat. Prochaine journée, nous aurons le droit au derby entre l'US Avranches et l'US Granville. Un match surtout à ne pas rater. Ce sera donc le 18 janvier prochain. Petit point maintenant sur le groupe C avec l'AS Villers qui n'a pas joué, match reporté tout comme Fény, Aulnois-Biessem et l'US Chantilly face à Vasquehal. Mais sinon il y a eu d'autres rencontres et notamment Fleury-Bobigny en haut du classement avec une victoire des joueurs du 93 face à leurs voisins.
Conséquence au classement, le FC 93 Bobigny qui reprend un peu d'avance, 4 points d'avance sur son adversaire du week-end. En seconde partie du tableau, l'AS Villers qui est toujours en position relégable. Il va falloir vite enchaîner pour les joueurs de la Côte-Florie, peut-être dès la semaine prochaine avec un déplacement pas des plus faciles chez l'US Chantilly. Et bien sûr, tout ça sera à suivre dans notre prochain épisode du débrief. Et on passe à la partie National 3 avec, vous allez le voir, 2 derbys 100% normands au programme et un programme qui n'a été, et c'est un petit miracle, amputé et d'aucune rencontre. C'est l'AF Virois qui va ouvrir ce bal, le bal du National 3 dans le groupe C. L'AF Virois qui recevait au stade Pierre-Comte samedi soir l'équipe de Pontivy avec l'ambition de rester tout en haut du classement. Thomas Bèze nous raconte cette rencontre. L'AF Virois qui reçoit le GSI Pontivy au stade Pierre-Comte pour le compte donc de la 12e journée. Et on pense à l'ouverture du score avec Matteo Mendy, le buteur maison, mais qui est signalé en position de hors-jeu. Premier avertissement pour les Bretons qui vont y répondre avec ce centre-tir, mais la claquette de Louis Deschâteaux qui en profite pour replacer sa défense. Nouveau festival dans la surface de réparation. Aux abords de la surface de réparation, c'est Robin Legendre avec cette frappe qui manque le cadre. Au retour des vestiaires, il y a bien cet enchaînement de Lohan Ledos qui pense ouvrir le score, mais cette fois c'est une faute qui est signalée. Quelques minutes plus tard, il y a ce bon débordement côté droit, le ballon qui est repoussé une première fois, mais qui suit, c'est Hugo Bretagne, 70e minute de jeu, et le numéro 8 Virois qui vient ouvrir le score. On va revoir ce but au ralenti, avec ce bon dédoublement. Le ballon qui est repoussé une première fois et Hugo Bretagne qui est là pour conclure dans le but vite. Il n'y aura pas d'autres occasions, pas d'autres buts dans cette rencontre. Score final, 1-0. Merci Thomas, on continue dans le groupe C et ce week-end nous était réservé un nouveau choc 100% normand, la réception par le FC Saint-Lomanche du FC Flers, un match délocalisé qui n'a pas pu se tenir sur le terrain de Louis-Villemer en raison d'une pelouse impraticable. Il a fallu se déplacer sur le synthétique du stade de la Falaise. La semaine n'a pas trop mal démarré pour le FC Saint-Lô qui a appris en milieu de semaine justement qu'il avait gagné 2 points supplémentaires en cause une erreur administrative du Stade Rennais lors du match nul entre les deux formations. Saint-Lô s'impose sur tapis vert, espère concrétiser contre Flers mais ça va mal démarrer dès la 8e minute. Morgan Ardouin qui vient glacer le stade de la Falaise avec un coup franc que personne ne vient toucher dans la bonne zone. Le portier Saint-Lois est battu et vous allez le voir, le FC Flers qui fait des merveilles sur contre-attaque, cette accélération pleine de fulgurance qui vient profiter à Corentin Lemaire, le joueur passé par la FC Compiègne qui permet à Flers de mener d'ores et déjà 2-0 après 12 minutes de jeu à la stupeur générale. Ce sont les Saint-Lois qui sont les maîtres du ballon, mais ce sont les Flériens qui sont de loin les plus efficaces. Nouvelle situation pour les joueurs de l'Orne avec cette frappe qui va finalement être captée. Ça part ensuite des pieds du gardien Valentin Prévost et vous voyez à nouveau cette verticalité qui est trouvée, la défense Saint-Loise et Tom Koyak qui sont un petit peu trop courts, un petit peu de réussite dans un premier temps, mais finalement Corentin Lemaire qui profite de ce ballon qui heurte le poteau. 18e minute de jeu, Saint-Lô n'y est pas et Flers qui fait cavalier seul. 3-0 pour les hommes de Tony Rouillon, bien parti pour s'imposer. Saint-Lô doit sonner la charge et qui de mieux pour le faire que Baptiste Fleury, le meilleur buteur du club qui envoie une demi-volée bien sentie. Malheureusement c'est hors cadre, il aura une autre possibilité, le deuxième meilleur buteur normand du National 3 sur ce centre venu de la droite, Baptiste Fleury à la 29e minute ramène l'espoir dans le camp
manchois, les Saint-Lois qui ont le vent en poupe, les Flériens un petit peu moins efficaces et ils ne passent pas loin sur cette situation avec Simon Delafosse de revenir à 3-2, mais derrière les Flériens n'en ont pas terminé avec leurs offensives et cette fois-ci c'est la barre transversale qui vient s'opposer à eux. Une mi-temps très animée, mais 2 buts de retard pour les Saint-Lois. Il va falloir faire une grosse deuxième période. Ça commence par une réduction de l'écart, du moins le croit-on, de Tony Lambard, rattrapé par la patrouille. Position de hors-jeu, ce ne sera que partie remise pour l'historique de la maison manchoise. Tony Lambard, à la 65e minute, prolonge cette reprise sur corner au fond des cages de Valentin Prévost. Le FC Flers ne mène plus que 3-2. Saint-Lô peut croire à l'égalisation, mais malheureusement sur une nouvelle offensive, Ryan Moussa permet à Flers de se détacher. Cette fois, ce sera définitif, les Flériens plus efficaces, plus tranchants que les Saint-Lois qui vont croire d'ailleurs alourdir le score à 5-2. Encore une fois, le but est refusé, on en restera là. Belle victoire du FC Flers pour cette première en 2025. On a très bien commencé le match pendant, je pense, les 25-30 premières minutes où on leur a fait vraiment très mal sur les transitions. Et je pense qu'ils n'étaient pas prêts à ça, on était vraiment bien en jambes et on mène 3-0 très rapidement. Il faut le dire aussi, on cherchait depuis le début de saison cette efficacité aussi. Voilà, ça nous réussit aujourd'hui, ce qui amène aussi beaucoup de confiance. Après, parce qu'il y a un petit relâchement toujours un peu à 3-0 inconscient. On revient à 3-1, 3-2. Bon, on a su remettre le petite énergie, l'efficacité pour basculer à 4-2. On a su réagir parce que c'est important de savoir réagir. C'est jamais facile de reprendre un championnat et surtout dans ces conditions-là où il fait très froid, le terrain il est un petit peu gelé. Donc c'est pas facile, donc c'est très bien d'avoir pris les 3 points et on commence l'année 2025 parfaitement. Ouais, défensivement, on est passé à côté des 31 minutes. Chaque situation de Flers a occasionné une situation franche et ça devient régulier de mal commencer les matchs. Ça devient un petit peu trop régulier ces derniers temps. Il va falloir vite qu'on corrige tout ça parce que là, ça fait beaucoup de buts. Sur les derniers matchs à domicile, ça fait beaucoup de buts encaissés. Et si on veut se maintenir, c'est pas en prenant 3-4 buts à chaque match qu'on va réussir. La victoire du FC Flers qui va faire du bien, le FC Flers qui va enchaîner avec les derbys 100% normands, puisque la semaine prochaine il y aura un nouveau choc, cette fois-ci sur le terrain de l'AF Virois. Retrouvailles au programme entre les frères Théo et Tony Rouillon. On enchaîne, on passe désormais au groupe D. Il y avait aussi là un derby 100% normand ce week-end et on se penche directement sur cette rencontre. La réception par le CMS Wassel de la réserve du Stade Malherbe de Caen. Dans des conditions climatiques très compliquées, la réserve du Stade Malherbe-Caen qui se déplace au CMS Wassel va ouvrir le score à la 37e minute de jeu par Antoine Lepelletier qui reprend ce coup franc au premier poteau. Difficile de voir grand chose sur ce ralenti, on vous l'accorde. Quelques minutes plus tard, Adama Sidibé, juste avant la pause, qui va égaliser sur penalty. Malheureusement, un petit problème de VO, on ne verra pas ce but. Au retour des vestiaires, Mathias Fauvel qui a un excès d'engagement et qui va être expulsé. L'Oissel donc qui va terminer la rencontre à 10 contre 11 et à la 57e minute de jeu c'est Oumaro Kant qui permet aux Malherbistes de reprendre l'avantage de courte durée de 6 minutes exactement avant que Raphaël Gomis égalise sur ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. On joue désormais les dernières minutes de la rencontre avec ce ballon qui est mal dégagé, qui va revenir dans la surface de réparation. Et Daouda Koné en pivot qui vient tromper Axel Temperton. On va revoir ce but au ralenti. La frappe est imparable et cela permet au Stade Malherbe-Caen de repartir avec les 3 points. Le succès 3-2 donc du SM Caen qui va faire du bien aux joueurs de Romain Leroux, le CMS Wassel qui ne réussit pas la bonne opération du week-end et qui ne recolle pas au podium de ce groupe. Ce ne sera peut-être que partie remise pour les hommes de Draman Dillin. On enchaîne dans ce débrief avec, cette fois-ci, on va regarder en pêle-mêle ce qui s'est passé pour les autres formations de ce groupe, que ce soit les déplacements du Grand Quevilly FC en Corse du côté de l'AC Ajaccio ou de l'US Alençon du côté de Bretigny. Sans faire de bruit, le Grand Quevilly FC a bien terminé l'année 2024, reste sur 6 matchs sans revers, n'a plus perdu depuis le 5 octobre. Et dans ce déplacement sur le terrain de la réserve d'Ajaccio, les tangos vont marquer dès la 2e minute sur coup franc Jérôme Mendy de la tête qui permet aux Normands de prendre le meilleur sur la défense
adverse. La réaction ajaxienne avec cette magnifique ouverture. Il va y avoir ce lob tenté, le ballon qui ricoche sur le poteau, mais on va rester lucide en attaque du côté de Yanis Paki-Requiston pour égaliser dès la 25e minute. Tout est à refaire pour les hommes de Romain Collinet qui vont se voir offrir un penalty transformé par Jérôme Mendy, le doublé pour l'attaquant des Tangos, 34e minute. Revoilà le GQFC en tête. Malheureusement pour les visiteurs, ça ne va pas tenir. La jolie petite ouverture, il n'est pas en position de hors-jeu, Guy-Marcel Bayala pour égaliser. Nouveau partage des points pour le GQFC, invincible depuis 7 matchs. Avant son nouveau rendez-vous en Coupe de France, le SC Div Cabourg a un déplacement compliqué à l'AS Chatou. Et nous jouons la 13e minute de jeu quand Erwan Koutélé se rend coupable d'une faute en tant que dernier défenseur. C'est le rouge direct. Le latéral d'Ivé manquera le rendez-vous en Coupe de France. Quelques minutes plus tard, c'est sur corner que la décision se fait une première fois pour Chatou avec Mamadou Sow qui reprend parfaitement ce ballon de la tête et trompe Max Verrier. Les Divés qui pensent égaliser avec ce ballon et ce lob parfait de Mahmoud El Wakil, mais qui est refusé pour une position de hors-jeu alors qu'il semble être couvert par 3 défenseurs. En seconde période, il y a ce coup franc, cette remise vers Kéran Versé qui reprend le ballon, c'est contré et ça prend Maxime Verrier à contre-pied. Le break qui est fait, 2-0 donc. On joue les dernières minutes de cette rencontre alors que Div pousse pour réduire le score et pourquoi pas créer un exploit. Ce sont bien les Franciliens qui vont marquer ce 3e but avec François Cissé qui reprend ce ballon au premier poteau. 3-0. Un nouveau scénario cruel pour les Divés. Le score qui ne bougera plus, il faut tout de suite se pencher vers le grand rendez-vous de mardi en Coupe de France. La SPTT Caen occupe une position de relégable à l'heure d'entamer cette nouvelle année 2025. La réception du SC Bastia pour les Postiers. La dernière fois qu'une réserve professionnelle corse est venue, c'était l'AS Ajaccio et les Postiers s'étaient imposés 6-0. Laurie Levionnois qui s'interpose sur la première situation de la partie. La réponse derrière d'Evan Olivier, le lob bien senti, bien enlevé aussi par le gardien Bastier, premier tournant du match. Le penalty accordé aux joueurs insulaires est parfaitement transformé par Mamadou Soumaoro. 1-0 pour les Bastiais. Réponse immédiate ou presque pour les Canets juste avant la pause. On veut égaliser. Il va y avoir un petit peu de tergiversation dans la surface de réparation des visiteurs et malheureusement pour les joueurs en jaune, c'est sauvé sur sa ligne par le Sporting. On en restera là. 1-0 à la mi-temps, la révolte des Postiers sur ce but de la tête. Malheureusement, il sera refusé pour le ballon étant sorti des limites du terrain. On a un poteau ici, même si on voit un petit peu moins bien avec le reflet, mais derrière, à force d'insister, magnifique coup franc frappé par Paul Gervais qui permet enfin aux Postiers de revenir à un but partout. Derrière, malheureusement, petite déconcentration de la part des locaux. Les Bastiais en profitent 2 minutes après l'égalisation. Noah Ndeke qui jette un froid sur le terrain de la Hache. 2-1 désormais pour les visiteurs qui se dirigent vers une victoire alors qu'ils évoluent en infériorité numérique. Mais finalement, le mot de la fin sera pour Emmanuel Suriam, l'ancien Virois, qui permet aux Postiers de revenir à 2-2, 2-2, ce sera le score final pour des Canets qui continuent à avancer mais qui vont avoir besoin d'encaisser peut-être moins de buts à l'avenir pour réussir à s'extraire enfin de la zone de relégation. 2-2 donc entre les PTT et la réserve de Bastia. L'avant-garde Caen Football se déplace dans le 91 et plus exactement à l'Inas Montlhéry pour le compte de cette 12e journée de championnat. Et alors que les joueurs de Félix Legras tentent de faire pencher la bascule de leur côté dans les 20 dernières minutes de jeu, ils encaissent 3 buts. C'est une défaite 3-0 pour les Canets qui vivent un retour défaite un peu compliqué avec notamment le départ de 3 de leurs joueurs. Malgré un rebond mémorable sur le terrain de la SPTT Caen, une victoire 3-0 en fin d'année 2024, les joueurs de l'US Alençon restent sous la menace alors de se déplacer à Bretigny et ça commence mal. Romain Auquincan
obligé de s'incliner dès la 11e minute sur ce but de Magloire Mbimbe Doumbé, bien servi sur la droite avec ce ballon au premier poteau qui fait mouche les joueurs de Vincent Legnaud qui sont d'ores et déjà dos au mur dans cette partie et ça ne va faire qu'empirer lors d'une première période extrêmement délicate. On combine trop facilement du côté des rouges et on double logiquement la mise à la 27e minute. Alexandre Moury qui complique grandement la tâche des Ornais et ça va malheureusement continuer avec cette attaque qui part du camp des locaux, ce long ballon dans la profondeur dont va hériter l'attaquant de Bretigny. Un petit peu de réussite, il est vrai, mais derrière, encore une fois, on trouve les passes assez justes. Flavio Cordero pour le 3-0. 3-0, le score final, c'était le score à la pause. L'US Alençon qui va devoir réagir. Il ne reste déjà plus qu'une rencontre à vous proposer. C'était l'un des tests que passait ce week-end le FC Dieppe, leader du groupe E, l'une des grandes satisfactions normandes en déplacement chez un ancien pensionnaire de National de l'Olympique Saint-Quentinois. Pas évident de reprendre après les fêtes par ce déplacement-là. Comment les joueurs de Djilali Bekar ont-ils négocié ce déplacement dans l'Aisne? La réponse avec Thomas Vez. Les Harengs de Djilali Bekar ont rendez-vous à Saint-Quentin pour garder la tête de ce groupe E de National 3 et les choses vont parfaitement débuter. Dès la 5e minute de jeu, l'ouverture du score de Quentin Stockley qui reprend ce ballon sans se poser de questions. Un ballon qui n'est pas dégagé et c'est le Diepois qui en profite. Quelques minutes plus tard, suite à un corner, la frappe qui se retrouve dans les pieds de Florian Vasseur qui ne se fait pas prier pour faire le break à la demi-heure de jeu. Ça fait 2-0 pour le FC Dieppe. On revoit ce ballon qui arrive un peu miraculeusement directement dans les pieds de Florian Vasseur. Et en seconde période, on ne ralentit pas du côté des hommes de Djilali Bekar avec la nouvelle recrue Yann Ateba qui vient inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lui qui a rejoint le club en compagnie de Wanis Onsor cette semaine. Et on revoit la frappe magnifique du nouvel attaquant, du nouveau numéro 9 du FC Dieppe. Et les Diepois qui ne sont pas encore rassasiés. Et c'est Gottfried Kittange qui va y aller de son empreinte dans cette rencontre pour inscrire le 4e but, 83e minute de jeu. Et en fin de rencontre, il y aura tout de même la réduction du score des joueurs locaux avec cette frappe magnifique qui reste néanmoins anecdotique puisque le score ne bougera plus. Victoire 4-1 du FC Dieppe. On a vu tout ce que nous avions à voir dans les groupes C, D et E de National 3. Je vous propose donc sans transition de découvrir le bilan dans chaque groupe, les conséquences des résultats sur le classement, ainsi que le programme de la future journée qui sera jouée dès la semaine prochaine. Le bilan du National 3, le groupe C, la victoire de Flers, celle de Vire, des résultats surprenants, Lannion qui bat Lorient et surtout Milizac qui perd contre Plabennec, mais les Normands peuvent pour l'instant voir venir l'AF Virois évidemment deuxième position à 3 points du leader Guingampais, mais vous le voyez, Flers et Saint-Lô comptent tous les deux 16 points, ils sont dans la première partie du tableau, pourvu que ça dure, parce que derrière, on vient de le voir, il y a eu des résultats parmi les équipes relégables, Plabennec, Lannion qui se sont notamment imposés. Il y aura beaucoup de choses à faire dans cette année 2025. Nouveau derby la semaine prochaine pour Flers sur le terrain de Vire. Gros défi pour Saint-Lô qui va se rendre chez la réserve du FC Lorient en quête de revanche après son revers du week-end. On regarde ce qui s'est passé dans le groupe D, évidemment la réserve du Stade Malherbe qui s'impose à Wassel 3-2. Malheureusement c'est la seule victoire du week-end pour les Normands, toujours en difficulté dans ce groupe. L'AG Caen et le SUDIF Cabourg s'inclinent, les PTT Caen et le Grand Quevilly font match nul, l'US Alençon qui s'incline également 3-0 du côté de Bretigny. Au classement, il n'y a malheureusement plus que le CNS Wassel parmi les Normands dans la première partie du tableau, les Océliens qui occupent la 7e place à 4 points du leader Borgo qui compte un match en moins. Les autres Normands, on va les retrouver dans la deuxième partie du tableau avec dans la zone de relégation le Grand Quevilly FC, l'ASPTT Caen et l'US Alençon qui rétrograde à la dernière place. Réaction donc à
attendu, comme on le disait tout à l'heure, pour les Ornais ces prochaines semaines. La semaine prochaine, justement, l'occasion peut-être pour les Alençonnais de faire un grand coup sur le terrain du FC Borgo. La réserve de Malherbe recevra Chatou, Div Cabourg recevra la réserve d'Ajaccio après son rendez-vous de Coupe de France. 2 derbys normands au programme. Le Grand Quevilly FC reçoit la SPTT Caen. L'AG Caen, de son côté, accueille le CMS Wassel. Un petit mot maintenant sur le groupe E où il y a eu beaucoup de reports, mais le FC Dieppe a pu jouer sa carte à fond. 4-1 la victoire sur le terrain de l'Olympique Saint-Quentin. Le FC Dieppe qui conforte sa place de leader avec 5 unités d'avance sur Lycée Croix qui n'a pas pu jouer ce week-end. Mais l'opération est belle pour les Diepois qui mettent la pression et qui font forte impression justement dans ce groupe E. On retrouve dans la zone de relégation Calais, Nantes, Sannois, Saint-Gratien, Drancy et la réserve de Valenciennes. La première au stade Jean Dasnias pour le FC Dieppe, ce sera la semaine prochaine face à la réserve de Lille. Vous avez l'intégralité du programme sous les yeux. Un petit mot également, parce que ça a bougé ce week-end, un petit mot sur le classement des buteurs. On va regarder surtout le classement des buteurs en National 3. Ça n'a pas trop bougé en National 2, alors focus sur le National 3, pas de but pour le meilleur buteur normand du 5e échelon Matteo Mendy ce week-end, mais ses poursuivants Adama Sidibé et Baptiste Fleury en sont désormais à 8 et 7 réalisations. Morgan Ardouin, le Flérien, avec son 4e but de la saison, passe une tête dans ce classement. Il fait partie, comme de nombreux autres joueurs normands, des joueurs qui comptent 4 réalisations depuis le début de la saison. Un petit clin d'œil avant de terminer cette émission, un petit mot de Gambardella. On voudrait adresser nos félicitations tout simplement à nos 3 représentants normands qui se sont tous qualifiés pour les 16e de finale. Les U18 de Malherbe ont éliminé le RC Lens. Ceux de l'US Avranches sont allés s'imposer au tir au but contre l'USL Dunkerque. Et l'exploit du week-end, c'est la qualification des jeunes de la Maladrerie face au Paris Saint-Germain, également au tir au but. Bravo à eux. On enchaîne avec un mot de Coupe de France, le rendez-vous demain du SU Div Cabourg au stade Heurtemat contre le Puy Foot 43. Là, c'est pas des félicitations, c'est des encouragements tout simplement à Philippe Clément, à Julien Le Pen et à leurs joueurs. Bon courage à vous. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité. On espère lancer encore une fois une superbe année de débrief. On espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, vous avez désormais la diffusion directement sur Facebook qui va normalement pouvoir vous permettre de partager encore plus simplement. Un petit clic et c'est réglé. On compte vraiment sur vous pour continuer à battre des records d'audience dans cette année 2025. Merci à Thomas Bess, toujours au rendez-vous. Merci à Mathieu Billot, à toute l'équipe de Foot Normand pour leur confiance renouvelée. Passez toutes et tous une excellente semaine. Allez, salut! Bonne année à tout le monde.